Ça, c'est notre quotidien. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Nous considérons qu'avec la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, nous avons l'opportunité de gagner encore sur la vaccination. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Des politiques qui doivent représenter le peuple, ou au moins leurs électeurs, mais qui en réalité obéissent aux ordres d'un parti et ont abandonné toute once de pensée critique pour dire amen à tous les ordres de leur seigneur. 2 ans en arrière, j'aurais cliqué sur cette vidéo et j'aurais entendu cette phrase, j'aurais crié au complotisme et à la bêtise citoyenne qui a injustement pas confiance dans les politiques. Mais ça aurait été ma critique de jeune de 18 ans, gauchiste, qui rêve de révolutionner le monde, qui n'a aucune expérience du réel, qui avait placé tous ses espoirs dans le Messie Emmanuel Macron en 2017. Depuis, j'ai milité dans un parti, j'ai été candidat aux élections municipales pour ce parti qui devait porter le renouveau de la classe politique. Et je l'ai quitté quand j'ai compris que le mensonge, la perfidie et la lâcheté étaient intrinsèques au concept de parti politique. En quittant la politique, j'ai fait le choix de la liberté. Je n'ai pas renoncé à mes combats, je n'ai pas abandonné mes valeurs. J'ai juste décidé de faire de la politique autrement. C'est en découvrant Note sur la suppression générale des partis politiques, qui a été publié en 1950, 7 ans après la mort de son auteur Simone Veil, que j'ai compris que le mal de la politique, ce sont les partis. Vous retrouverez l'ouvrage qui fait une 15aine de pages, je crois, dans la description. Il est gratuit. Alors à travers son œuvre, je vais vous expliquer pourquoi les partis politiques, c'est de la merde. Avant de répondre à la question « Faut-il supprimer les partis politiques ?», je vais vous présenter rapidement Simone Veil. C'est une philosophe qui a vécu de 1909 à 1943. Elle est née dans une famille juive alsacienne, elle est morte très jeune de la tuberculose à l'âge de 34 ans, alors qu'elle était résistante en Angleterre auprès de Gaulle. Vous allez voir que c'est une intelligence fabuleuse, une femme libre qui est partie trop tôt. Dans Note sur la suppression générale des partis politiques, Simone Veil, qui n'est pas la femme politique, vous l'aurez compris, considère que le parti politique est la base du totalitarisme et qu'il empêche le débat et donc la démocratie. Je tiens à dire que l'ouvrage de Simone Veil a été la base de mon travail pour cette vidéo, mais je ne veux pas porter la parole de la philosophe, je veux, en cohérence avec son texte, donner mon avis sur les partis politiques. Pour connaître la pensée exacte de Simone Veil, lisez le texte. Tout d'abord, un parti politique, c'est une organisation de citoyens unis autour d'une idéologie commune et qui s'active à la conquête du pouvoir. Le but du parti, c'est donc de peser sur les décisions. Il y a une compétition, et pour être compétitif, il faut plaire. Simone Veil critique plusieurs aspects des partis politiques. On va donc articuler la vidéo autour de 5 arguments. Le premier argument porte sur l'homogénéité des idées. Pour la philosophe, les idées des citoyens dans un parti sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils partagent une ligne directrice, celle du parti. Jusque-là, on n'apprend rien, c'est normal. C'est l'essence même d'un parti, de rassembler des citoyens qui ont la même idéologie. Seulement, quand on est sympathisant du parti, on se heurte à une difficulté d'expression des idées divergentes. L'homogénéité des idées rend impossible l'existence d'un pluralisme, car en réalité, en tant que citoyen partisan, on peut être en accord avec la majorité des idées d'un parti, tout en étant en désaccord sur certaines autres idées. Si on adhère à un parti, c'est forcément qu'il y a eu des idées qui nous plaisent, et souvent un grand nombre. Mais on n'a pas étudié l'opinion d'un parti sur
toutes les idées. On le rejoint donc dans l'ignorance quelque part. Il y a une part d'ignorance. Et si on connaît toutes les idées, il y a forcément des désaccords. Et du coup, on accepte de rentrer dans le moule et de taire les désaccords. Jamais un représentant du parti dira à la télé « je ne suis pas d'accord sur ça ». Il va défendre des choses qu'il ne trouve pas forcément justes. Seulement, le parti est dogmatique. Et ça, je l'ai expérimenté lorsque j'étais moi-même membre du parti présidentiel. Lorsqu'on est membre, on tombe dans un conformisme, on ne réfléchit plus au fond des mesures, on accepte par principe de soutenir le parti. C'est une acceptation inconsciente qui réside sur la confiance dans le discours des représentants du parti, qu'on connaît et qu'on côtoie parfois. Donc même s'il y a des incohérences avec nos valeurs par un biais cognitif, on se force pour paraître unis. Ce phénomène s'appelle l'ignorance pluraliste, ça a été théorisé en 1930 par les psychologues Floyd Allport et Daniel Katz. Ça décrit une situation dans laquelle une majorité d'un groupe rejette en privé une norme, mais suppose à tort que la plupart des autres l'acceptent, et donc s'y conforment. D'ailleurs, quand on sonde des citoyens lambda non engagés en politique, et c'est peut-être votre cas, ils vont dire « c'est tous des cons, il y a du bon à prendre partout, pourquoi ils sont la guerre ?» Il y a donc une ouverture à l'opposition politique. Mais le citoyen engagé au sein d'un parti va défendre un dogme pour le porter au pouvoir. Il va donc réfuter en bloc ce que proposent les adversaires. Devenir partisan d'un parti politique, c'est se conformer à une idéologie sacrée. Les camps s'affrontent, et dans ça, les idées périssent. Le deuxième argument de Simone Veil contre les partis politiques, c'est qu'ils mènent au totalitarisme. Elle dit « Jamais les dirigeants ne concevraient que leur parti puisse avoir en aucun cas trop de membres, trop d'électeurs, trop d'argent. » Elle conclut donc que le but ultime du parti, c'est de susciter l'adhésion de la totalité. En gros, le parti, c'est la perte de l'indépendance intellectuelle, on est asservi, on n'a plus de regard critique, ou quand on en a, on le bride pour se conformer et ne pas se sentir déviant. Il ne faut surtout pas être le mauvais. Donc là, on voit tous les attributs du totalitarisme apparaître. On a le parti unique, l'idéologie unique, des sanctions d'expulsion en cas de dissidence, une glorification des bons soldats qui répètent comme des perroquets. Je peux vous l'assurer, j'ai pas eu un seul débat qui m'a fait changer d'idée avec un cadre du parti ou des militants qui y sont encore. En revanche, j'ai des souvenirs de débats que j'avais avec des membres qui ont eux aussi quitté le parti, avant moi. C'était des débats animés où ils remettaient en question l'idéologie du parti, ils étaient critiques. Et d'ailleurs, l'attitude des gens sur eux était très sévère. On leur coupait la parole, on s'acharnait à 5 contre 1, on lâchait des citations divines comme comment tu peux penser ça ?» Vous savez, la phrase du mec, du démocrate qui s'offusque qu'on pense pas comme lui, quoi. Donc voilà, on est dans le totalitarisme, on s'offusque et on condamne la pensée critique. Et moi, j'ai fait partie de ça, j'ai fait partie de ces soumis, de ces gens qui ont perdu leur liberté et qui sont soumis au parti. J'étais dans le conformisme, j'étais quand même entre celui qui émet des critiques et celui qui défend la paroisse corps et âme. C'est-à-dire que contrairement aux prêtres, j'avais pas appris la leçon par cœur et je ne rabâchais pas ce que le parti disait ou entendait. En revanche, je n'avais aucune pensée critique sur ce que disait le gouvernement. J'avais trouvé en Macron le messie qui portait le projet idéal. Mon idéal de jeune de 18 ans qui ne connaît pas la réalité, encore une fois. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le pourquoi j'ai quitté En Marche et pourquoi En Marche est un échec politique complet. Mais en gros, j'ai d'abord quitté les JAM, les Jeunes avec Macron. J'ai arrêté les actions que je trouvais inconséquentes. Moi, j'aime me rendre utile. J'ai ensuite quitté le parti En Marche, tout en continuant à croire dans le président. Puis, dès 2020, j'ai constaté qu'il ne tiendrait pas ses engagements et surtout la naïveté comme quoi il était là pour montrer une nouvelle manière de faire de la politique, s'en est allé. Et j'ai compris que lui et ses soutiens étaient des politiciens pourris. Et croyez-moi, ça me fend le cœur de le dire, parce que j'ai donné 4 ans de ma vie à ce parti. Mais malgré tout, je regrette rien, j'en parlerai plus tard dans la vidéo.
Bref, pour revenir au totalitarisme, dès l'arrivée au pouvoir, le parti est confronté à l'opposition. C'est-à-dire, l'opposition, c'est tout ce qui n'est pas lui-même. Il se fait attaquer et doit rester fort. Il a gagné la compétition, il doit incarner le pouvoir. Il va alors, sans cesse, attaquer ses adversaires qui mettent au jour ses faiblesses et ne pas se remettre en question. Il ne se remet pas en question, le parti, car ça reviendrait à donner raison à l'adversaire. Et je vous le rappelle, dans le totalitarisme, il n'y a qu'un cerveau qui a raison. Les autres sont des cons. La vérité n'est même pas apportée par les militants, puisqu'ils la soutiennent, car ils ne donnent pas leur avis à cause des biais de conformisme et de l'ignorance pluraliste. Mais en plus, les dirigeants du parti subissent aussi un biais cognitif, le biais de faux consensus. C'est-à-dire qu'ils croient que les partisans sont d'accord avec eux en intégralité, alors qu'en réalité, les partisans peuvent être en désaccord. Pour Simone Veil, adhérer au parti, c'est adhérer à un bloc dans lequel la division n'a pas sa place. Le fait d'émettre des critiques va donner un semblant de désunion. Le critique va être qualifié de dissident et va être ostracisé ou exclu. Le quatrième argument tient au fait qu'un parti cherche à convaincre, mais pas à avoir raison. Le parti ne persuade pas, ne cherche pas à démontrer qu'il a raison. Le parti convainc. Il donne l'apparence qu'il a raison. Il fait croire. Pour Simone Veil, qui s'inspire de Platon, le bien est dans la vérité. Et vu que le parti ne sert pas la vérité, il ne fait pas le bien. Elle dit, dès lors que la croissance du parti constitue un critère du bien, il s'ensuit inévitablement une pression collective du parti sur les pensées des hommes. C'est-à-dire que, vu que le parti cherche à s'agrandir, il y a un intérêt personnel qui naît et des stratégies vont être mises en place pour servir la conquête du pouvoir. On tombe dans le machiavélisme, la fin justifie les moyens, et donc la quête du bien est remplacée par la quête du pouvoir. La vérité, c'est le bien. Pourquoi ? Car elle sert la justice. La justice est un idéal subjectif. Il appartient donc à chacun de se battre pour ce qui lui semble juste, de se battre pour que la vérité que l'on côtoie soit connue de tous. On en vient donc à la bataille politique, il faut se battre pour ses idées personnelles. Si l'on se bat pour les idées d'un parti, on ne défend plus la justice, car on ne défend plus la réalité qu'on observe, mais une réalité qu'on nous impose. Le débat politique devient donc caricaturé, radical, il ne reflète plus la réalité, les citoyens le voient, ils perdent goût et ne s'expriment plus. Le débat meurt, tandis que le combat fait rage. Et quand je parle de réalité ou de vérité, je parle bien de réalité subjective. La réalité correspond à ce que l'on observe. Chacun a sa réalité. Et c'est cette confrontation des réalités qui forme une réalité plus ou moins objective, en tout cas le plus proche du réel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se claquemurer dans un parti, car le parti va vous axer sur une seule vision de la réalité et va omettre le reste pour défendre ses idées, pour exploiter le filon qui va le porter au pouvoir. Si le parti admet que ses adversaires ont raison en admettant une réalité qu'il a longtemps niée, eh bien, il va détourner, il va admettre qu'il a menti. Le parti politique n'est pas un outil de débat, mais une arme de combat, une arme de conquête. Ce sont les esprits libres de toute dépendance à un bloc qui se battent pour un monde juste. Et pas les politiciens qui usent de sophismes pour satisfaire leurs intérêts. C'est toujours l'opposition entre philosophes qui cherchent la vérité et sophistes qui cherchent à se placer, se glorifier, s'enrichir. Et message à tous les jeunes qui voudraient se lancer en politique, on n'attend pas du militant qu'il exprime des idées, mais qu'il défende les idées du parti. Le choix est simple, soit on est loyal au parti, soit à soi-même. Il faut choisir. Mais malgré tout, j'incite à s'engager en politique, juste pour expérimenter et voir que ce que je dis est réel. Ne vous contentez pas de mon expérience, vivez-le, car quand on le vit, la vérité est ancrée en nous, on ne peut pas l'oublier.
Et puis, c'est très formateur. C'est une initiation au monde, à la vie adulte, à la nature humaine. Et faites-le dès 18 ans. Hein. Dès 18 ans, vous avez du temps. Si vous faites des études, c'est le moment de s'engager et d'expérimenter la vie, de voir les choses de l'intérieur. Le dernier argument qui plaide pour la suppression des partis politiques consiste à dire que les partis mènent au mensonge. Car militer, c'est choisir entre trahir notre pensée ou la ligne du parti. Le parti politique mène systématiquement à la trahison. Il est peuplé d'esprits tourmentés entre ce qu'on leur impose et ce qu'ils pensent. Cela crée de la frustration qui se traduit par des trahisons idéologiques. Sans vous citer Simone Veil, elle dit en gros que si un membre d'un parti est résolu à être fidèle à toutes ses pensées, il ne peut pas faire connaître ses résolutions à son parti. Il est donc dans un état de mensonge. Sauf que pour être élu, il est obligé d'être dans un parti car les électeurs votent peu pour les indépendants. Elle dit donc que cette nécessité d'appartenir à un parti est un mal et il faut y mettre fin en supprimant les partis. Le parti politique mène, quoi qu'il arrive, au mensonge, car le partisan est membre d'un parti par nécessité. Soit il ment à lui-même, car il n'exprime pas ce qu'il pense, mais ce que lui dicte le parti. Soit il ment au parti, car il lui fait miroiter une fidélité artificielle et pourrait le trahir à tout instant. Soit il ment aux citoyens, car il lui expose parfois la propagande du parti qui n'est pas forcément la vérité qu'il pense. Et donc pour conclure, la leçon que j'aimerais apporter, c'est ne tombez pas dans l'asservissement de l'esprit. Sur la suppression des partis, à titre personnel, je pense que cela pourrait être une bonne chose, mais cela reviendrait à remettre en cause tout le système jacobin de la France. Si l'on n'élit plus nos représentants sur leurs étiquettes, mais sur leurs idées, il est nécessaire que l'on connaisse les gens pour qui on vote. Il est nécessaire qu'on connaisse leurs idées. Ce qui, à part pour la présidentielle, n'est jamais le cas. La plupart des députés élus ne le sont pas pour leurs idées, même pas pour leur personne, ils le sont pour leurs étiquettes, parce qu'ils représentent un candidat au niveau national. Il faudrait donc des candidats à la députation connus localement. Et pour se faire connaître localement, ça se passe par une relocalisation des décisions politiques. Et donc, sur le principe, je ne suis pas contre la suppression des partis, mais je ne pense pas que ce soit réalisable. Ce que nous propose Simone Veil, c'est une utopie. Les partis politiques existent parce qu'il est trop compliqué d'écouter chaque individu et leurs idées. Ils facilitent le choix citoyen en représentant un courant de pensée qui a certes des contradictions en son sein, mais il présente une idéologie globale à laquelle on peut plus ou moins adhérer. En revanche, les partis sont nocifs. Car en facilitant ce choix, en représentant une masse, on perd la nuance que chacun peut apporter. Et on adhère à un bloc dicté par les dirigeants du parti. Donc, on asservit le citoyen. Mais l'enseignement que vous devez tirer de cette vidéo, c'est que vous devez garder une liberté d'esprit. Souvent, et c'est naturel, vous allez être tenté de vous identifier à de grands ensembles de pensées. Vous allez vouloir vous placer à gauche, à droite, au centre. Vous allez vouloir être humaniste, socialiste, conservateur, patriote. Prenez garde. Prenez garde à ces étiquettes pour deux raisons. La première, elle vous impose une manière de penser. Vous allez vouloir être le parfait socialiste. Le parfait patriote. Vous allez adopter la conduite que l'étiquette vous dicte. Vous perdez votre liberté. Et parfois même, vous n'allez pas écouter les idées, mais vous allez suivre quelqu'un qui se proclame humaniste ou rejeter quelqu'un qualifié de patriote ou d'extrême droite sans savoir ce qu'il est vraiment.
Vous devenez esclave des blocs auxquels vous adhérez. La seconde raison est que les étiquettes influencent l'opinion des autres sur vous. En revendiquant une appartenance à un camp, les gens préjugent de vos idées en fonction de la vision qu'ils ont de votre camp. Quand j'étais à En Marche, on me disait « Mais alors tu penses ça, et donc tu soutiens ça ». Et parfois j'étais embarrassé car je ne soutenais pas la mesure évoquée. C'est comme le candidat pour lequel vous votez, ne le dites pas, à part à vos amis et vos familles. Les gens vont vous identifier au discours d'un autre, alors que vous avez votre indépendance intellectuelle. Restez libre. Et vous êtes plus nuancé que certains candidats. Pour faire valoir vos idées, défendez-les. Ne leur donnez pas un nom. Ne leur donnez pas d'étiquette. N'utilisez pas des termes génériques qui ont un sens différent pour chacun. Ne devenez pas humaniste, ne devenez pas socialiste, ne devenez pas conservateur. Nourrissez-vous de tous ces dogmes pour vous cultiver, former votre propre pensée, défendez vos idées. Par la force des choses, votre doctrine s'inscrira dans le conservatisme ou le socialisme ou autre. Mais il correspondra à une réflexion personnelle et non à un conformisme à une étiquette qui vous plaît. Vous nourrir de tout va peut-être vous faire vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Vous allez donc évoluer. Il faut donc du pluralisme d'idées pour du débat. Ça apporte des éléments qui construisent une solution juste. Une solution juste, c'est une solution qui répond à la réalité et donc qui correspond à une somme de points de vue différents. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la pensée de gauche, qui est woke, racialiste, mondialiste, laxiste, citadine, multiculturelle et bien d'autres choses, monopolise le gouvernement, les médias et l'opinion. Et donc instaure un climat de plus en plus totalitaire, en tout cas autoritaire, qui place nombre de citoyens sous une pression idéologique qui les pousse au conformisme. Et le politiquement correct s'empare des débats au détriment des joutes d'idées. Ne placez donc pas toutes vos espérances dans un parti ou dans l'État. Faites de la politique dans votre métier, en innovant, en proposant, en œuvrant pour une cause qui vous paraît juste. Rendez-vous utile. Un métier, c'est aussi servir indirectement une cause. Prenez conscience que vous êtes un maillon du changement. En cela, chacun, nous faisons de la politique. Nous défendons nos idées. Soyez libres, soyez justes. La société change par vos actes. Maintenant, il faut être un citoyen éclairé. Pas besoin de diplôme pour ça, juste de l'intelligence. Vous devez être prêt à vous battre pour vos idées et surtout à écouter les autres. Si vous n'écoutez pas, vous ne réaliserez pas les défaillances de votre vision de la réalité et vous vous enfermerez dans le mensonge. Soyez à l'écoute car la réalité objective se forme par la convergence des réalités subjectives. Vous ne détenez pas la vérité. Vous êtes observateur d'une réalité qui décrit une part du réel. Alors écoutez les autres, écoutez-vous et écoutez surtout vos adversaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour connaître d'autres histoires, voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Pour soutenir cette vidéo, tu peux la liker. Laissez un commentaire. Le commentaire, c'est vraiment à ce stade de l'aventure, à ce stade du projet, ce qui va m'encourager le plus, ce qui va me motiver le plus. Donc vas-y, donne de la force et abonne-toi. Tu peux me suivre sur Instagram aussi, le publiciste FR. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.